Comprendre l'Iran aujourd'hui est devenu un véritable casse-tête, surtout pour ceux qui ne sont pas iraniens. D'un côté, on voit les manifestants, les Iraniens, qui brandirent les drapeaux israéliens et américains pour soutenir une sorte d'intervention militaire contre l'Iran derrière leur leader Reza Pahlavi, le fils de dernier Shah. Un phénomène qui choque autant les observateurs étrangers que les Iraniens non monarchistes. Make Iran great again! Make Iran great again! De l'autre côté, il y a ceux qui opposent à la guerre, tout en exigeant la chute de la République islamique. Mais comment? En réalité, ils s'enferment dans un fantasme de subversion totalement déconnecté du réel. Au bout de compte, ils finissent par se réjouir de l'affaiblissement de l'Iran et logiquement, ils s'en viennent même à applaudir le bombardement qui frappait le pays. Enfin, un troisième groupe qui rejette ces deux positions. Pour eux, face à une menace impérialiste et coloniale, la politique intérieure devient secondaire. Il faut absolument faire bloc derrière la résistance iranienne contre toute l'ingérence étrangère car il estime que le but d'Israël et des États-Unis n'est que la poursuite de leurs intérêts économiques et géopolitiques. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Iran est-il devenu un pays aussi fracturé? Je m'appelle Saïd Chafi, je suis politologue et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les racines de ces fractures pour vous aider à comprendre l'état actuel de l'Iran. Pour comprendre la situation actuelle de l'Iran, il faut revenir au conflit structurel qui traverse la République islamique. Ce clivage complexe met aux prises différentes forces politiques réparties sur un large spectre idéologique. D'un côté, nous avons les partisans de la révolution de 1979. Bien que diversifiés, ils la considèrent à des degrés différents comme une révolution populaire anticoloniale et anti-impérialiste qui s'est nourrie de l'idéologie de l'islam politique, théorisée notamment par Ali Shariati et Ayatollah Ruhollah Khomeini. En face, on trouve les mouvements pro-occidentaux. Eux aussi sont très divers. Mais ils s'accordent sur un point. La révolution de 1979 est une erreur historique. Pour eux, cette révolution et l'État qui en est né doivent disparaître d'une manière ou d'une autre. Au fil du temps, les forces politiques iraniennes ont souvent fluctué entre ces deux pôles. Mais depuis la fin de la période réformiste en 2005, ces deux camps se sont structurés de manière beaucoup plus rigide. L'échec du mouvement vert en 2009 a provoqué une fracture radicale au sein de la société. Un mouvement au sein duquel est né le slogan réactionnaire « Ni Gaza ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran ». Désormais, l'Iran est profondément divisé autour de ce conflit structurel. D'un côté, le camp de pour, ceux qui soutiennent la République islamique pour sa dimension anticoloniale et anti-impérialiste. Ce camp comprend également ces citoyens critiques de l'action gouvernementale, mais qui demeurent attachés aux valeurs originales de la révolution de 1979. De l'autre côté, le camp du contre. Ce camp s'oppose désormais frontalement à tout ce que l'État représente, que ce soit en politique intérieure ou étrangère. Cela va du soutien à la cause palestinienne à l'hostilité envers les États-Unis et Israël, en passant par le programme nucléaire et balistique. En un mot, il rejette systématiquement et parfois de façon réactionnaire l'intégralité de la politique de la République islamique. Mais ce camp n'est pas seulement dans le déni ou dans la négation. Au contraire, il projette une vision qu'il veut positive, presque séduisante. Ils ont créé un peuple de rêveurs, nostalgiques de l'époque de Mohammad Reza Shah. Dans cet imaginaire, la vie en Iran serait devenue tellement misérable qu'il faudrait supplier l'Israël et les États-Unis de bombarder le pays pour enfin se débarrasser de la République islamique. Il faut dire
que la machine de propagande, qu'elle soit israélienne, américaine, britannique ou saoudienne, a réussi ces 15 dernières années à ancrer chez les Iraniens un sentiment de misère absolue. Un sentiment pourtant totalement déconnecté de la réalité. C'est frappant, juste avant la guerre, un ami m'a demandé pourquoi écris-tu autant sur Gaza, alors que notre situation en Iran est pire qu'à Gaza. J'étais personnellement choqué. Mon ami est professeur de lycée, il est propriétaire de sa maison et de sa voiture. Il vit en sécurité et gagne sa vie malgré l'inflation. Et pourtant, il est convaincu que son sort est plus tragique que celui des habitants de Gaza, qui subissent un véritable génocide. Il n'est pas difficile de comprendre ce qui s'est passé en Iran, cette immense machine de propagande financée par des pays hostiles comme Iran International, BBC Persian, Manoto, VOA ou Radio Farda a fait son œuvre, en y ajoutant de nombreuses ONG de droits de l'homme financées par les États-Unis, l'Arabie saoudite ou l'Union européenne. Ils ont réussi à façonner une population complètement déconnectée de la réalité. Ce n'est pas par hasard si le mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022 est immédiatement tombé sous le coup des fachos iraniens, c'est-à-dire les partisans des Pahlavis d'Israël et des États-Unis. Cette aliénation est telle que beaucoup d'Iraniens refusent de voir ou de reconnaître leur propre victoire concernant la liberté de ne plus porter le voile. L'image d'une vie misérable en Iran est devenue de plus en plus envahissante. Bien sûr, le durcissement des sanctions américaines et leurs machines de propagande ont joué un rôle impressionnant dans cette perception. Après la guerre de 12 jours en juin 2025, les États-Unis et Israël ont mis au point un plan diabolique. Pousser les Iraniens à réclamer explicitement une intervention militaire sous couvert d'intervention humanitaire. Trump act now! Trump act now! Trump act now! Trump act now! La politique de pression maximale de Donald Trump s'inscrit directement dans la lignée de la stratégie américaine détaillée dès 2009 dans le rapport de la Brookings Institution intitulé « Quel chemin vers la Perse ?» Ce document examine les différentes options pour gérer l'Iran. Il commence par les stratégies de la persuasion qui fut l'approche de l'administration Obama. L'idée centrale, partagée par de nombreux experts, est que les menaces ne fonctionnent pas avec l'Iran. Il faut donc privilégier uniquement les incitations et les récompenses. Le rapport étudie ensuite l'option de l'invasion. Mais les auteurs sont clairs. Une telle opération obligerait les États-Unis à s'engager dans une reconstruction complète du pays, le fameux National Building, un effort jugé colossal et interminable. Vient ensuite l'option de frappe aérienne. Le rapport étudie une piste baptisée carrément « Laissons faire Bibi », Benjamin Netanyahu. L'idée, laisser les Israéliens régler le problème à notre place. C'est une option qui séduit beaucoup de monde, notamment dans certains pays de Persian Gulf. Pourtant, en 2009, le rapport concluait qu'on n'a pas trouvé grand-chose pour justifier ou recommander cette stratégie. À l'époque, les auteurs expliquaient que dans un monde idéal, on aimerait bombarder puis durcir les sanctions. C'est d'ailleurs précisément cette stratégie que les États-Unis et l'Europe mettent en œuvre aujourd'hui. Mais le rapport de 2009 lançait un avertissement. Si vous lancez des bombes, vous brisez instantanément les consensus internationaux. Vous perdez les sanctions en cours et vous n'avez plus aucune chance d'en obtenir de nouvelles. Sauf que le monde a changé depuis. Aujourd'hui, Washington semble s'être affranchi du besoin de consensus. Enfin, le document examine le scénario de changement de régime de l'intérieur, la révolution de velours. L'idée est d'encourager puis de profiter d'un soulèvement populaire contre le régime. Un sujet, là encore, d'une brûlante actualité. Mais il y a une crainte majeure, c'est le précédent irakien de 1991. À l'époque, George Bush père avait poussé les Irakiens à se soulever. Ils l'ont fait, mais les États-Unis ne les ont pas soutenus. Résultat, 100 000 morts. Personne ne veut voir ce massacre se répéter en Iran. De toute façon,
Pour qu'une révolution réussisse, il faut une condition, que le régime perde la volonté ou la capacité d'utiliser la violence. Une autre option examinée était le soutien au mouvement armé, c'est-à-dire l'insurrection. À l'époque, le rapport mentionne déjà le Moudjahidine du peuple. Mais les experts soulignaient une limite majeure. Pour qu'une insurrection réussisse, il faut un groupe qui soit à la fois crédible militairement et massivement populaire. Or, aucun groupe d'opposition iranien ne réunit ces deux critères. Mais pour moi, la conclusion de ce rapport est encore plus révélatrice. Au final, beaucoup craignent que toute cette diplomatie ne soit qu'une façade. Un écran de fumée pour cacher ce que beaucoup d'Américains souhaitent réellement, une campagne de bombardement massif. Et c'est là mon point central. Avant de lancer ces bombardements, les États-Unis et Israël ont minutieusement préparé le terrain. Leur but, faire en sorte que cette agression soit en partie justifiée par les Iraniens eux-mêmes. L'histoire nous l'a appris. Toute agression militaire a besoin d'une justification. Les bombardements massifs par les États-Unis et Israël contre l'Iran ne font pas exception. Mais on ne peut pas justifier une guerre uniquement par la loi du plus fort. Si Washington et Israël disaient ouvertement « Nous allons renvoyer l'Iran à l'âge de pierre et détruire ses infrastructures pour notre propre profit », le monde entier se soulèverait. La pression de l'opinion publique serait insupportable. Il faut donc d'abord neutraliser cette opinion mondiale. Comment ? En affirmant qu'il s'agit d'une dictature qui réprime des milliers de personnes et qu'il est donc légitime d'aller bombarder le pays pour sauver ce peuple malheureux. Si la première partie de cet énoncé peut sembler juste, à savoir que le régime est autoritaire, il reste une généralité simpliste qui ne dit presque rien de la réalité complexe de la République islamique. Surtout, la deuxième partie n'est absolument pas la suite logique de la première. En réalité, les bombardements profitent souvent à ce genre de régime. Pourtant, ce raisonnement convainc une large partie de l'opinion publique qui ne cherche pas à comprendre qu'il s'agit d'une arnaque pure et simple. C'est exactement la stratégie des États-Unis et d'Israël. Pour légitimer l'agression et faire taire les critiques, il faut un ingrédient clé, l'opposition. Il faut que les citoyens du pays visé descendent dans la rue pour réclamer eux-mêmes une intervention militaire. Il faut qu'ils scandent le nom de Donald Trump dans les rues de Téhéran. Mr. Trump, we need your help now! C'est ainsi que l'on construit la monstrification de la République islamique et la déshumanisation des Iraniens. C'est pour cette raison que Donald Trump parle fréquemment de manifestants pro-monarchie. Il s'en sert pour légitimer son agression contre l'Iran, comme on peut le voir dans cette vidéo publiée par Donald Trump. Sometimes in history, there's this magic moment. Somebody appears on the scene and everything changes. I am with you. We've never seen anything like this. I will fight for you, This was a man who's met his destiny. and I will win for you. He said he was saved by God in order to make America great again. His victory was the greatest comeback of all time. You're watching history, so buckle up. Dans la deuxième partie de ce reportage, nous allons analyser de plus près les émeutes de janvier 2026. Nous verrons comment ils ont été orchestrés pour justifier l'intervention américaine et israélienne. Enfin, j'examinerai le rôle des figures pro-interventionnistes dans les médias mainstream, y compris ici en France.